Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre du cours d'analyse 4 qui porte donc sur les séries de Fourier. Et avant toute chose, donc à ce stade, j'ai eu deux suggestions de noms, il faudra que je vérifie s'il n'y en a pas eu d'autres, mais pour le tableau qui donc, on m'a suggéré à la fois Florent en référence très proche au prénom de mon coloc qui est Florian. On m'a aussi suggéré Epsilon. Donc je propose que, au moins pour cette série de vidéos, je propose d'appeler le tableau Florent Epsilon. Ça risque d'être décevant parce que est-ce que je vais vraiment avoir besoin de beaucoup lui parler, c'est pas encore très clair. Mais donc, en tout cas, voilà, Florent Epsilon est content d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est parti pour les séries de Fourier. Alors, les séries de Fourier, je vais commencer par en faire une introduction un petit peu générale. Et je vais essayer de mettre l'accent sur un petit peu quelles applications on a en tête quand on utilise les séries de Fourier et dans quelle mesure ça vous fournit une introduction à tout ce qu'on appelle l'analyse harmonique ou d'une certaine manière le traitement du signal en mathématiques et dans ses applications. Donc le but de ce cours, ça va paraître très bizarre comme ça de l'annoncer de but en blanc, mais on va voir. Je vais essayer d'expliquer en quoi ça peut avoir un intérêt. On va essayer d'écrire, non pas comme dans les séries entières, f de x égale somme de n égale 0 à plus l'infini. Ça, c'était le délire, on peut le dire, de série entière, d'écrire f comme une somme, une limite, si vous voulez, de polynômes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire f de x comme une somme de cosinus et de sinus. Donc j'ai une fonction f et je vais vouloir essayer de l'écrire sous cette forme-là. Bon, pourquoi pas, hein. C'est un peu bizarre, mais on va voir un petit peu en quoi ça peut être une demande assez naturelle. L'idée sous-jacente, en fait, la raison pour laquelle on a introduit les séries de Fourier, c'est pour la résolution d'une équation qui régit l'évolution de la température sur un domaine donné, dans une pièce par exemple, par Fourier justement. Mais je vais parler maintenant d'une des grandes applications des séries de Fourier. Euh, L'idée est la suivante, vous avez un signal, donc vous mesurez un signal au cours du temps, et puis bien sûr vous avez un certain nombre de mesures discrètes. Donc au temps 0, vous avez mesuré que la fonction, le signal est ici, et puis au temps t1 il est là, etc. Et donc ça vous fait une certaine fonction. D'accord. D'un point de vue pratique, vous n'avez pas l'allure de la fonction, vous avez juste des points, et puis ensuite vous pouvez vous amuser à les relier. Ou une autre manière de le dire, si vous devez expliquer à un ordinateur ce qu'est votre fonction, vous allez lui donner des valeurs. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. C'est la même chose pour une image. Si vous voulez stocker une image dans un ordinateur, vous n'allez pas lui dire quelle est la valeur de la couleur en chaque point, ça n'a pas de sens d'un point de vue numérique, et de toute façon, ce n'est pas ce que vous mesureriez. Vous allez lui donner la valeur de la couleur en un certain nombre de points. Par exemple, donc ça c'est la notion de pixel. Si vous voulez décrire une image en noir et blanc pour un ordinateur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pixeliser et vous allez lui dire, bah voilà, la valeur de gris ici, elle vaut, je sais pas, 37. Donc ça, c'est une certaine valeur de gris. Là, c'est euh, un petit peu plus gris, donc 72, etc. Et ça va vous faire une image. Et si vous avez un très grand nombre de pixels, ça fait une image qui vous paraît très, très jolie avec une très belle résolution. Mais vous voyez que tout de suite se pose la question de, imaginez que vous ayez énormément de mesures et vous devez, donc par exemple pour une telle fonction, et vous devez envoyer ces mesures à quelqu'un d'autre, vous devez les stocker, mais vous n'avez pas beaucoup de place sur votre ordinateur. On parle d'images par exemple qui pourraient avoir, je sais pas moi, 512 x 512 des images en 3D, 512 x 512 x 512 pixels. Donc c'est un truc qui est quand même assez conséquent. Sans parler de si vous commencez à voir une vidéo par exemple. Et donc du coup, ce que vous allez vouloir faire, c'est compresser l'image. Donc imaginez que vous avez plein de mesures comme ça. Vous en avez énormément et vous voulez, parce que pour des raisons d'économie de mémoire, vous voulez seulement résumer la fonction à seulement un peu moins de données. Donc je sais pas, imaginons ici que j'ai 10 puissance 5 mesures. Donc ça fait 10 puissance 5 données à rentrer numériquement dans l'ordinateur, et vous, votre ordinateur, je sais pas, il est la place que pour 10 puissance 3. Comment vous faites? Une première méthode, ça consistera à dire, bon, c'est pas grave, je prends un point sur 100 ici, si je veux passer de 10 puissance 5 à 10 puissance 3. Et on va voir que les séries de Fourier, ça permet,
Alors c'est pas exactement ce qui est utilisé, ils ont utilisé des choses bien plus sophistiquées que les séries de Fourier. Mais les séries de Fourier, elles permettent justement, si vous voulez décrire une fonction f à une personne, au lieu de décrire la fonction f par sa valeur en certains points, vous allez la décrire par ses coefficients an et bn. Par exemple, vous allez dire, bon bah voilà, moi je vous donne les 10 premiers coefficients de an et bn, et la fonction que l'ordinateur va tracer, c'est la somme de n égale 0 à 10. Donc ce ne sera pas exactement la fonction f, ce sera une approximation de la fonction f, dont on espère qu'elle est bonne, ce qui va être un petit peu une discussion de ce cours. Voilà. Et le plus incroyable, c'est que ces idées de on peut décomposer une fonction comme une somme infinie de fonctions plus simples, bah ça c'est à la base par exemple des formats JPEG. Donc quand vous avez des formats d'images assez qui prennent pas beaucoup de place sur votre ordinateur, ça repose sur ce genre de théorème très puissant qui dit qu'une fonction peut créer comme une somme infinie de fonctions plus simples. Alors en l'occurrence, c'est pas des cosinus et des sinus, ça repose sur ce qu'on appelle les ondelettes, mais pour comprendre le niveau un petit peu au-dessus, il faut passer par les séries de Fourier, et puis par ailleurs, les séries de Fourier ont tout un tas d'autres applications théoriques comme dans les applications dont je ne vais pas parler. Mais voilà, vous pouvez voir ça comme si vous êtes capable de démontrer qu'une fonction quelconque se décompose comme ça, peut-être que pouvoir la résumer à un certain nombre de valeurs, pas très grand si possible, eh bien, consisterait à la résumer aux 10 premières valeurs de n et bn, ou aux 100 premières valeurs. Okay. Donc voilà pour une sorte d'introduction. Je vais peut-être continuer un petit peu dans la mesure où il me reste du temps. Maintenant, je voudrais vous parler, donc, on va rentrer un petit peu dans le détail du cours. Donc ce serait, donc on est dans le chapitre 3, série de Fourier. Et dans le chapitre, on va donc poser la question suivante. On va partir d'une fonction f. On va construire une certaine série de cette forme-là où les an et les bn, on pourra les calculer à partir de f. Et on va donner des conditions selon lesquelles, sur la fonction f, qui portent sur la fonction f, selon lesquelles on peut affirmer que f est égal à cette somme infinie. Okay, ça va être le grand jeu du cours. Alors première chose, vous voyez que si, imaginons que la fonction f s'écrive comme ça, un cosinus de x ou un cosinus de 2x ou un cosinus de 12x, tout ça c'est des fonctions périodiques, de période 2π. Okay, donc vous voyez que déjà de base, je suis en train de m'intéresser nécessairement aux fonctions de période 2π. Alors, donc là je suis vraiment toujours dans une introduction un peu générale. En résumé, ce que je vais dire là, c'est dans la pratique, vous auriez une fonction f qui est dans l'intervalle 0 grand t. Alors nous, on va les prendre les fonctions à valeur dans C, ici, dans ce cours. Vous avez une fonction qui va de 0t dans C, et t, bah, c'est l'intervalle de temps sur lequel vous mesurez la fonction. Ici, par exemple, je sais pas, j'ai 0, 50. Okay, donc cette fonction, elle n'a rien de périodique. Par contre, justement parce qu'on cherche à exprimer les fonctions comme des sommes infinies de cosinus et de sinus, on va supposer que la fonction est... on va souvent prolonger la fonction par périodicité. Ça va nous être utile de dire, tiens, je vais voir cette fonction non pas comme étant définie sur 0,50, mais je vais la répéter par périodicité sur une période de taille 50. Donc je vais prendre cette fonction et je vais la répéter ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Okay, donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'au lieu de prendre des fonctions de 0t dans C, je vais avoir un autre point de vue. Je vais prendre une fonction, donc c'est pas ça que je vais prendre une fonction de R dans C, et je vais supposer qu'elle est... Alors, d'abord on va lui demander qu'elle est on va lui demander d'être continue par morceau. Ça c'est essentiellement parce qu'on va devoir parler d'intégrale de fonction, donc il nous faut au moins une régularité suffisante avec vos outils, les outils que vous connaissez aujourd'hui, pour pouvoir parler d'intégrale. Et on va lui demander d'être t périodique. Ok, donc l'idée ici, c'est la suivante, c'est que, comme je le disais, on va partir de fonctions, en fait, l'application de tout ça, ce sera des fonctions qui sont définies sur un intervalle 0 grand t, mais c'est en fait pareil, alors c'est expliqué un petit peu plus en détail dans le poly, mais c'est en gros la même chose que de regarder une fonction continue par morceau t périodique, et ensuite, si ça nous amuse, on peut toujours se restreindre à l'intervalle 0 grand t.
Donc vous le verrez dans la pratique d'exercice, souvent on définira une fonction sur 0 grand T, on vous dira répétez cette fonction par périodicité et essayez d'utiliser les théorèmes du cours pour l'écrire comme une somme de cosinus et de sinus. Alors nous, on a dit que cosinus et sinus, c'est t périodique avec t égale 2pi. Donc vous pourriez me dire, bon, c'est impossible en général d'écrire une fonction t périodique comme une somme de cosinus et de sinus. À gauche, vous avez une fonction t périodique, à droite, vous avez une fonction 2pi périodique. Qu'à cela ne tienne, en fait, on peut toujours se ramener à t égale 2pi via un changement. Ainsi, t n'est pas égal à 2pi. On considère G, qui est l'application qui a t associe f de t sur t fois 2pi. D'accord? Donc, si la fonction f est t périodique, alors la fonction g qui est là, elle sera 2pi périodique. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on va dans la suite toujours considérer, donc maintenant je me place dans la suite, dans le cadre où la fonction va être continue, les fonctions qu'on étudie vont être continues par morceaux et 2pi périodique. Donc je vais donner un nom à cet espace, je note. Donc L2CM. Alors cette notation-là, vous ne pouvez pas tout à fait la comprendre, ça va être lié à la norme qu'on va poser sur cet espace. C'est les fonctions dont on peut calculer l'intégrale du carré, en fait, le carré du module même. Ça va être l'ensemble des fonctions de R dans C. Donc jusqu'à présent, c'était un peu des élucubrations autour des applications, pourquoi on prend des fonctions qui sont ci ou ça. Là maintenant, on va vraiment fixer les notations qu'on va utiliser dans le cours. Donc, L2CM, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans C, qui sont deux choses, qui sont continues par morceaux, et 2pi périodique. Ok. C'est une notation qu'on va utiliser, qu'on va beaucoup utiliser. Et donc c'est ces fonctions-là qu'on va essayer d'écrire comme des sommes infinies de cosinus et de sinus. On va aussi noter C. Donc ça va être l'espace. Donc ça va être un sous-espace de cet ensemble où on va demander aux fonctions un petit peu plus que continues par morceau, on va leur demander d'être continues. Donc c'est la même chose. Fonction de R dans C, continue, et 2pi périodique. Voilà. Donc, on va définir un objet qui est très important, qui va être, on va voir par la suite, une norme, au moins sur l'espace C. Donc pour F, vous pouvez voir ça comme définition, qui figure dans l'introduction du poly, mais je vais l'écrire ici comme une définition. Pour F appartenant à L2CM, on définit cette notation-là, c'est la notation, on l'a déjà vue pour une notation pour une norme. On va voir qu'en fait, effectivement, cette notation a un sens, c'est-à-dire que c'est bien une norme. On définit la norme de f par 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t dt. Donc voilà, ça c'est absolument central dans le cours. Et on va voir l'importance que joue cet objet. Pardon. Décidément. Donc c'est le module de f de t, je vous rappelle que la fonction est à valeur complexe, donc module de f de t au carré, et le tout avec une racine. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça. C'est 1 sur 2pi avec une racine qui englobe tout ça. Voilà. Alors, continuons. Juste, je vais vous faire une remarque parce qu'on a une intégrale qui apparaît ici. Donc, on va juste faire une petite remarque sur cette intégrale. Et puis ensuite, je finirai pour cette notion d'intégration.
Ah, excusez-moi, là c'est dans le mauvais sens, hein, bien sûr. Ici c'est t sur 2pi t. Hein, pour que la fonction, si la fonction, c'est ça, si la fonction f est, est t périodique, c'est cette fonction g là qui devient 2pi périodique. Ok. Alors la première remarque que je voudrais vous faire, c'est que comme la fonction f est continue par morceau sur R, cette intégrale a un sens. Hein, la fonction est intégrable sur moins pi. Okay. L'autre remarque, c'est de dire que finalement, puisque la fonction est 2pi périodique, les intégrales, c'est le cas valable pour celle-ci, mais quelle que soit l'intégrale, eh bien, je pourrais très bien la calculer pour les bornes allant de 0 à 2pi, ou de 67pi à 69pi. Donc que je calcule l'intégrale de la fonction sur un intervalle de taille 2pi, ça va me donner la même chose. Donc je vais lui donner comme une petite proposition, et ça conclura l'introduction, si vous voulez. Proposition, que je vérifie que ça... Effectivement, donc c'est la dernière chose que je vais vous dire dans l'introduction. Donc proposition, je me donne f appartenant à L2 Cm, continue par morceau, et 2pi périodique. Alors, pour tout A appartenant à R, l'intégrale de A à A plus 2pi de f de t dt est égale à l'intégrale de 0 à 2pi de f de t dt. Donc ici, j'aurais pu mettre moins pi, pi. Ce que dit ce résultat, ça dit que l'intégrale de la fonction, je ne mets pas de module ici, peu importe, hein. L'intégrale d'une fonction qui est 2pi périodique, bon, il continue par morceau pour que son intégrale ait un sens, elle est la même sur tout intervalle de taille 2pi, tout segment de taille 2pi. Okay. Ok, donc pour faire la preuve, ça ne va pas être très difficile, c'est un coup de la relation de Chasles plus un changement de variable. Donc allons-y. Donc je pars du membre de droite. Donc l'intégrale de a à a plus 2pi. Alors je ne vais pas écrire f juste pour simplifier, hein, parce qu'au final vous allez voir que la preuve est assez simple. L'intégrale de a à plus 2pi de f, c'est l'intégrale. Mon but c'est de faire apparaître 0 2pi. Bon, bah, donc je vais commencer par faire apparaître 0. C'est l'intégrale de a à 0 plus l'intégrale de 0 à 2pi plus l'intégrale de... Alors, je vais peut-être le faire comme ça. Non, mais très bien. De 2pi à a plus 2pi. Ok. Donc, il est temps d'écrire les choses un peu plus rigoureusement. L'intégrale de a à 0 de f de t dt, je vais juste écrire que c'est moins l'intégrale de 0 à a. Vous savez, quand vous échangez les bornes, ça met un moins dans l'intégrale. Vous pouvez voir ça comme le changement de variable u égale moins t, si vous voulez. Cette intégrale, j'y touche pas. Et puis la dernière, l'intégrale de 2pi à a plus 2pi de f de t dt. Ici, je vais poser z égale t moins 2pi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand la borne t valait 2pi, z vaut 0. Quand t vaut a plus 2pi, la borne z vaut a. Donc ça fait rien d'autre que l'intégrale de 0 à a de f de t vaut z plus 2pi. Oui, mais je vous rappelle que la fonction, hein, c'est ça la définition, je l'ai peut-être pas, j'aurais peut-être dû le rappeler, hein, une fonction de 2pi périodique, c'est pour tout z appartenant à R, f de z plus 2pi égale f de z. Donc ici, en fait, cette intégrale, c'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à a de f de z dz, si vous voulez, de f de t dt. De f de z dz. Ok, alors là, il suffit de faire le compte de ce qu'on a obtenu. Ici, j'ai moins l'intégrale de 0 à a. Là, j'ai plus l'intégrale de 0 à a de f. Donc ces deux intégrales se simplifient. Et il me reste seulement l'intégrale de 0 à 2pi.
Donc finalement, j'ai bien le résultat. Je répète, cette intégrale-là, elle fait moins l'intégrale de 0 à 2f. Celle-là, elle fait plus l'intégrale de 0 à f, donc elle se simplifie. Et donc il me reste bien l'égalité que j'avais annoncée. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cette séquence. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire que on va s'intéresser aux propriétés de l'espace L2CM, là dont je viens de parler. Et on va définir un produit scalaire sur cet espace.